Bienvenue dans cette émission du 7 avril 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe en rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Le thème de l'émission sera le bilan 5 ans après de la crise Covid, mais également ces admirables combattants de la liberté, de l'intelligence et de la vraie science qui continuent de se battre comme des lions pour faire reconnaître la réalité de la destruction qui a été infligée à la population et de l'injustice profonde qui a frappé les médecins et les scientifiques intègres autour de cette crise. Car 5 ans après, alors que toutes les données, toutes les informations que nous avons livrées au fur et à mesure sur la gestion parfaitement calamiteuse de cette crise ont été confirmées, eh bien, nous avons droit à toujours les mêmes bobards proférés par toujours les mêmes tocards, à un tel point que c'en est littéralement phénoménal. En Suisse, par exemple, Didier Pittet, qui fut un des maîtres d'œuvre de cette gestion désastreuse, réinvité pour la 1000e fois sur les ondes de la radio-télévision suisse, s'il a reconnu du bout des lèvres qu'on avait manqué quelque peu de justice sociale pendant la pandémie, continue d'asséner une contre-vérité phénoménale. Au tout début, dit-il, la seule chose à faire, c'était du confinement. Les données sont très claires aujourd'hui. On a évité des millions de décès dans le monde. C'est parfaitement faux. On le savait avant la pandémie. On l'a vu pendant la pandémie. Cela a été confirmé après la pandémie. Les confinements n'ont servi à rien. Les meilleurs épidémiologistes l'ont confirmé. La seule conséquence que ces confinements ont eu, ça a été la destruction socio-économique des pays dans lesquels ils ont été infligés. Mais le brave Didier Pittet, qui n'a jamais rien compris à rien, à tel point qu'il a été couronné de la Légion d'honneur par le président Macron, lui continue dans cette espèce de délire verbalisé en boucle. Il n'a cessé de rappeler qu'il n'y avait jamais eu rien d'aussi dramatique depuis la grippe espagnole, ce qui évidemment est à nouveau complètement faux. À droite, vous avez par exemple un diagramme qui montre la surmortalité par rapport à l'attendu de l'épisode de grippe espagnole. À gauche du diagramme, il est particulièrement reconnaissable. Tout à droite, vous avez les années 2020 et 2021. Il n'y a absolument rien de similaire, d'observable. Didier Pittet, qui, au passage, s'est fait le chantre du fameux vaccin AstraZeneca, en disant qu'il ne comprenait vraiment pas les réticences des soignants sur cet excellent vaccin, la veille du moment où il a été retiré en catastrophe, étant donné les dégâts qu'il commettait sur la population. Et donc tout ce beau petit monde qui a foiré lamentablement et a généré un désastre hyper coûteux à l'échelle de la population, avec une violation systématique des droits et des libertés, eh bien se retrouve 5 ans plus tard pour célébrer à quel point ils ont eu raison, ils ont bien fait, ils sont méritants de l'action délétère qu'ils ont effectuée au cours de cette pandémie. Par exemple, à l'université Paris-Cité, un grand colloque, 5 ans après, comment construire les mémoires de la pandémie, et on croit halluciner. Il y a évidemment Didier Pittet, il y a Alain Fischer, le maître d'œuvre de la politique soi-disant vaccinale catastrophique et lourdement destructrice sur la population. Il y a Yazdan Pana qui a achevé le premier patient Covid reconnu en France à coup de remdesivir. Il y a Arnaud Fontanet qui a produit des modélisations crapuleuses du trucage de la science pour faire croire qu'il y aurait le nombre de morts que, selon Didier Pittet, on pouvait éviter par le confinement. Toujours les mêmes modélisations malhonnêtes. Jean-François Delfraissy, tout ce beau monde qui devrait être en train de casser des cailloux au fond d'un pénitencier, eh bien, se retrouve à l'honneur dans les universités pour se mettre en valeur et s'auto-congratuler. Regardez jusqu'où ça va. Il y a eu récemment un colloque à la Bibliothèque nationale de France sur la liberté académique, la liberté de la presse, le journalisme et les scientifiques, dans lequel sont intervenus rien moins que Karine Lacombe, la désinformatrice en chef au service de Big Pharma, ce qu'attaquaient en diffamation les réalisateurs d'un documentaire, Hold Up en l'occurrence, m'a appris sur les relations entre les scientifiques et les médias. Si elle a appris quoi que ce soit, ce serait plus utile que ça soit dans le champ de l'infectiologie, de l'immunologie ou de la politique sanitaire. Et il y a même eu l'inénarrable Victor Garcia, le sergent Garcia du pseudo-journalisme scientifique, démonté par Idriss Aberkane, qui a démontré que ce type n'a aucune connaissance épistémologique de base et qui, lui, est allé se vanter. Écoutez bien, comment, en m'alliant avec des scientifiques et des lanceurs d'alerte, j'ai presque
modestie, mis fin à la folie de l'IHU Méditerranée Infection, c'est-à-dire le microbiologiste le plus réputé au monde. Alors ce bilan, évidemment, je ne vais pas vous le redire une fois de plus, vous pouvez en retrouver les détails dans mes livres, mais également le très bon ouvrage publié récemment par Corinne Lalo, journaliste d'investigation digne de ce nom et grand reporter, Fausse pandémie, vrai mensonge, dans lequel elle va encore plus loin en amenant encore d'autres éléments d'information, notamment sur l'origine du SARS-CoV-2. Donc la vérité, bien sûr, c'est que ça a été un désastre, mais surtout que tous ceux qui ont été en première ligne pour exprimer les fadaises et les mensonges que je vous décris sont des imposteurs. Ils ne cessent de traiter les autres d'imposteurs. Mais voilà par exemple comment John Ioannidis, un des épidémiologistes les plus réputés au monde, qui est resté malgré tout très et même excessivement prudent au cours de la pandémie, résume les choses. Tous les membres de ma famille, témoigne-t-il, et moi-même avons été attaqués d'une manière que je n'aurais même pas pu imaginer, y compris des menaces de mort. Quand nous en avions le plus besoin, les meilleurs épidémiologistes se sont défaussés. La plupart des personnes qui dictaient les récits officiels au nom de la science n'avaient aucune idée de l'épidémiologie. Et oui, tous ces gens qui s'autocongratulent aujourd'hui sont des imposteurs, des médiocres, des faussaires et des gens qui, une nouvelle fois, devraient être en tôle. Alors évidemment, les choses sont susceptibles de changer, puisque notamment le docteur Jay Bhattacharya, autre épidémiologiste de Stanford, qui a eu une position extrêmement raisonnable et rigoureuse tout au long de la crise, vient de prendre la tête en tant que directeur des National Institutes of Health aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment ce qui chapeaute l'ensemble des agences de santé, et il a exprimé notamment que la censure des vrais experts, ceux qui ont été exclus, comme l'a révélé Ioannidis, a été vraiment la cause première de tous les problèmes qui se sont produits pendant la pandémie, et lui assure qu'au poste qu'il va occuper, il va assainir la science, mais surtout ouvrir le débat scientifique et le débat d'idées. Et Jay Bhattacharya, lui, contrairement aux autres, a très bien compris ce dont il s'est agi. Voilà d'autres citations de différentes prises de parole qu'il a effectuées. Le confinement a été une erreur catastrophique. Oh oh, Didier Pittet, tu écoutes? Nous devrions en être horrifiés. Les politiques liées au Covid ont violé l'éthique médicale et ont empêché les malades et les scientifiques de discuter des faits. Nous avons été réduits au silence. Il dit le fameux consensus scientifique qu'on nous a brandi sur toutes les chaînes. Oh oh, Alexis Fabre, journaleux de la radio-télévision suisse, vous êtes à l'écoute? C'était un mensonge. Il n'y a jamais eu de consensus scientifique sur les confinements, les masques ou le pseudo-vaccin. Devant une commission d'enquête du Congrès, il avait témoigné « Les bureaucrates scientifiques ont abusé de leur autorité pour une illusion de consensus scientifique en faveur d'idées destructrices. Avec une telle litanie d'échecs, le peuple américain mérite une commission honnête pour enquêter sur le Covid. » Et en ce qui concerne le camouflage de l'origine du virus, il dit « Il s'agit du plus grand scandale scientifique de tous les temps. Des hauts responsables scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de tous nos pays ont conspiré pour dissimuler la possibilité légitime que le Covid ait été causé par des recherches de gains de fonction dans des laboratoires biomilitaires. » Donc espérons que peut-être encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, cela finisse par cheminer jusqu'en Europe, mais heureusement des personnalités s'expriment, compétentes. Je vous renvoie par exemple au besoin à cette excellente intervention des 2 journalistes d'investigation scientifique, primées, reconnues, compétentes, Catherine Riva et Serena Tinari, qui ont donné une interview à l'Impertinent Média où se sont exprimés récemment sur la chaîne NTD France en disant, bien sûr, ce que tout le monde devrait savoir de bonne foi aujourd'hui, les données sur l'épidémie de Covid confirment que les complotistes avaient raison. Alors je vous ai parlé en introduction de ces lions vaillants qui se battent contre les ordres et contre la désinformation. Je vous en donne 2 exemples aujourd'hui. D'abord, l'excellent Alain Collignon, dont vous savez toute l'admiration et l'amitié que je lui porte. J'avais eu l'honneur d'intervenir à ses côtés à plusieurs reprises dans des conférences, et qui en l'occurrence a été auditionné le 25 mars dernier par le Conseil de l'appel de l'ordre des médecins en Belgique. Voilà la relation qu'il a fait de cette entrevue. Ce 25 mars, après que maître Modric Hamel ait averti formellement que je ne comparaissais pas pour me défendre,
mais pour défendre l'ensemble des victimes directes et indirectes de la gestion désastreuse de la crise sanitaire, après qu'il ait précisé que ce procès était celui de l'ordre et non le mien. J'ai eu le bonheur d'exposer notre point de vue sur la question. Je l'ai fait au cours d'une présentation d'1h30, illustrée d'un diaporama PowerPoint que j'ai réalisé avec grand soin et dont je vous présenterai prochainement un résumé au format vidéo. Et ça, il conviendra de ne pas le manquer. Les présentations du docteur Collignon sont extraordinaires de rigueur, de pertinence. Elles sont aussi extraordinairement agréables à suivre. Donc, on se réjouit de la voir parce qu'on peut être assuré que ce qu'il y avait dans cette présentation est ce qui se fait de meilleur en termes de synthèse des données probantes. Le docteur Collignon donc dit « Ce n'est pas moi qui comparais pour me justifier, mais je mets l'ordre devant ses responsabilités ». Voilà la suite de son témoignage. L'ordre, pour la première fois, va être contraint de répondre à quelqu'un qui, loin de chercher à se justifier, loin de chercher à échapper à une sentence injuste, met sa comparution à profit pour mettre l'ordre lui-même sur le banc des accusés. Il en résulte deux conséquences pour l'avenir. La première, c'est que ce débat au fond va me permettre de sortir du rôle de tribun cabré qui fut nécessaire pour ouvrir une brèche dans l'édifice ordinal. L'inculpation dont j'ai été l'objet, loin de me réduire au silence, m'a donné des ailes. Ça, on en a tous été témoins et Dieu merci. La seconde, dit-il, c'est que je ne lâcherai rien. Je vous fais aujourd'hui la promesse solennelle de me battre sans relâche contre ceux qui ont sali notre merveilleux métier. Que je sois relaxé ou non, Monsieur Dejmep restera l'objet de toutes mes colères et de tous mes combats, car lui seul avait le pouvoir d'un mot, d'un seul, de tout stopper. Le président de l'ordre national qui trône au sommet de la hiérarchie des normes en gardien souverain de notre déontologie a courbé l'échine pour passer en silence sous les fourches codines que dressaient des experts compromis. Dans l'ombre de ce silence complaisant, et grâce à des lois d'habilitation votées par des parlements serviles, des ministres douteux tricotaient sans aucun scrupule des décrets insolents qui violaient notre serment. Et voilà exactement la marche à suivre. Nous avons été l'objet de harcèlement, de persécution, de destruction de réputation, de calomnie, de diffamation. À nous de ne pas courber l'échine, de ne pas nous justifier d'accusations aussi odieuses, mais de mettre ceux qui les profèrent et ceux qui les ont permises devant leurs responsabilités. Un autre héros a comparu récemment devant l'Ordre des médecins à Paris, c'est le docteur Éric Loridan. Je rappelle l'histoire, chirurgien bariatrique, portant le masque en permanence dans les salles d'opération, au moment où le port du masque a été imposé en population générale, il s'est interrogé sur la pertinence, la validité de cette mesure et a donc fait une revue de la littérature scientifique sur ce qu'on sait de l'utilité ou de l'inutilité du masque dans toutes sortes de contextes. Et ce qu'il a découvert à sa grande surprise, c'est que même en salle d'opération, il n'y a pas d'études concluant au fait que le port du masque empêchait de transmettre des infections. Des équipes travaillant sans masque n'ont pas produit plus d'infections chez les patients que des équipes portant le masque. Alors il reste une justification en salle d'opération par rapport au liquide physiologique, mais pas dans la transmission des virus. Il s'est permis de faire connaître la revue honnête de la littérature scientifique qu'il avait réalisée pour encourir les foudres de l'ordre. Voilà quel était son état d'esprit avant sa comparution. Alors je suis Éric Loridan, chirurgien digestif, et je ne suis pas convoqué, c'est moi qui convoque. En fait, il y a 2 ans maintenant, j'ai été condamné à 3 mois d'interdiction d'exercer par le Conseil régional de Lille pour une vidéo d'information sur le port du masque et son inutilité dans le secteur public. Et ces 3 mois d'interdiction d'exercer, j'ai pas voulu le faire parce que je pense que le Conseil de l'ordre a mieux à faire que d'empêcher des médecins de s'exprimer sur des choses justes. Et donc j'ai décidé de faire appel de cette décision, ce qui va aussi leur permettre à eux de se rendre compte que y a quelque chose qu'ils n'ont pas respecté, c'est dans leur lettre de mission. Leur lettre de mission, c'est clairement affiché sur les différents sites du Conseil régional, départemental et national. C'est qu'il faut que le Conseil de l'ordre est en charge de faire respecter l'indépendance de la profession musicale, notamment vis-à-vis des instances de l'État. Et on s'aperçoit que ça n'a pas été fait. Donc là, je vais aussi leur rendre un petit peu service, en leur disant vous avez besoin de redorer votre blason, qui n'est quand même pas très
très brillant, très reluisant dans la sphère publique, hein, à la fois du fait de cette crise Covid, mais aussi avec l'histoire de la Cour des comptes en 2019, de l'affaire Le Square Neck. Donc maintenant, il faut que vous compreniez que si vous voulez que le public ait une bonne opinion de vous, il faut tenir compte de l'indépendance de la profession médicale, il faut tenir compte de la défense que vous avez à faire vis-à-vis de ceux qui payent une cotisation de 350 € chaque année. Voilà. Son vaillant avocat, maître Jean-Pierre Joseph, lui indique la réalité de la situation problématique dans laquelle nous sommes. C'est que nous ne sommes pas seulement face à des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais des gens qui ne veulent pas comprendre. Et là, c'est évidemment une faute très grave. Je donne la parole à maître Joseph. Dans ce pays, on ne veut pas savoir. C'est ça le problème. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier roman, hein, le mal français, les beaufs ne veulent pas savoir. On ne veut pas savoir. Hein. Celui qui ne sait pas a des excuses, mais celui qui ne veut pas savoir, il n'en a pas. Surtout quand ça fait des milliers de morts. Voilà un petit peu sur quoi ça reposait. On a parlé des vaccins. Hein. C'est incroyable qu'avec le nombre d'effets indésirables déclarés à la pharmacovigilance, hein, on en était à 194 000 au mois de juin 2023. C'est incroyable que les médias nous disent encore qu'il n'y en a pas. Et que ceux qui disent qu'il y en a sont des complotistes. Ben, je dis oui, je suis complotiste, mais maintenant parlez des chiffres. Dites-nous en quoi ce chiffre ne vous inquiète pas. Personne ne répond. On nous dit non, il n'y en a pas. Personne ne répond. On est dans une société de menteurs, de tricheurs. Il faut le savoir. Une dame qui a assisté à l'audience a quant à elle insisté sur le fait que nous étions, des années plus tard, encore dans une gestion crapuleuse de cet épisode, et notamment en France, les révélations faites dans un livre d'investigation sur la manière dont les ministres et les personnes amenées à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire se sont mis d'accord de manière parfaitement illégale avec ce qu'on appelle une subornation de témoins, ce qui en soi est pénal, ce qui en soi aurait dû faire scandale, mais permet à l'inverse d'étouffer encore le scandale. Voilà ce qu'elle en dit. Je conseille à tout le monde d'aller acheter Les Juges et l'Assassin de Fabrice Lhomme et de Gérard Davet. D'accord ? Ce sont deux journalistes qui ont fait une enquête approfondie et qui sont notamment tombés sur des pépites de l'Élysée notamment. Alors il faut savoir que toutes les personnes, tous nos ministres qui étaient conviés à des enquêtes, d'accord, par le Sénat ou par la commission d'enquête de l'Assemblée, sur justement comment ça s'est fait, comment ils ont mis en place le protocole et tout ça pour le Covid, il faut savoir qu'ils ont tous eu le même texte à dire. Ils apprenaient un texte par cœur et ils le disaient. Mais pire, il y a eu la commission du Sénat, d'accord, où Buzyn, hein, elle a été auditionnée. Eh ben, il faut savoir, et là c'est une honte, comment les gens ne le comprennent pas, il faut savoir que Madame Buzyn, hein, notre ministre de la Santé, avant de passer à son audition, on lui avait donné toutes les questions qui allaient être posées, d'accord, et toutes les preuves et toutes les informations qu'ils avaient, où ils allaient en débattre, d'accord. Donc, Madame Buzyn, avant de passer à la commission, avait toutes les questions. C'est ça une commission indépendante? C'est ça qui nous coûte des millions, voire des milliards? Enfin, le docteur Loridan, bien sûr, lui, indique qu'il ne va pas céder non plus. Et effectivement, nous avons tous à rester focalisés sur le fait que les valeurs essentielles que nous défendons, et notamment celles d'intégrité, de probité, de non-malfaisance envers la population, doivent être invariables. Nous n'avons à céder aucun pouce par rapport à ça. Je lui repasse la parole. J'avais beaucoup de choses à dire encore. Mais une chose est certaine, et ça je ne le redirai jamais assez, je vais vous citer Charles Péguy qui disait « Celui qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des faussaires et des voleurs. » Et à un moment donné, il faut pouvoir accepter de le dire et de sortir du rang. Quand on se met à penser comme tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on accepte qu'il y ait des actions aussi liberticides que celles qui ont été faites sur le port du masque, sur le confinement, sur les obligations vaccinales, sur la suspension des soignants, sur le chantage à l'emploi, si personne en 2025 n'a compris à quel point on était rentré dans un totalitarisme qui a pris la médecine en otage,
En 2025, si vous n'avez pas compris ça, on ne peut plus rien pour vous. Et vous êtes prêts, vous seriez mûrs à accepter tout ce qui va venir après, c'est-à-dire les surveillances généralisées, le crédit social à la chinoise. Donc c'est pour ça aussi qu'on se bat, et c'est pour ça que j'ai accepté de prendre des coups, parce que je sais que cette situation va dépasser de très très loin ma petite personne, et simplement l'histoire des vidéos sur le port du masque, c'est que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important que ça. Maintenant, en 2025, si les médecins du Conseil national de l'ordre n'ont pas saisi à quel point le silence de l'ordre et voire la complicité de l'ancien président du Conseil de l'ordre est engagé dans l'affaire, celui qui disait « Monsieur le Président, il faut nous confiner, les soignants suspendus, ils n'ont que ce qu'ils méritent », il n'a peut-être pas dit dans ces termes-là, mais c'est un peu ce que ça signifie. En 2025, si les médecins du Conseil national n'ont pas compris dans quoi ils se sont engagés et dans quoi ils ont trempé, ça va être très très douloureux. Et plus ils vont tarder, plus le réveil va être douloureux pour eux. Maintenant, je leur ai bien rappelé qu'on avait besoin d'eux. Et que nous, les médecins, nous payons une cotisation, 350 € par an maintenant, hein, non pas pour se faire taper dessus quand on veut sortir du rang, mais parce que la parole des médecins doit être une parole libre, non seulement dans toute la société, mais aussi et surtout vis-à-vis de nos dirigeants politiques. Si vous n'avez pas compris que nos dirigeants politiques ne veulent pas forcément notre bien, et qu'ils ont des intérêts qui sont différents des nôtres, eh bien, si vous ne l'avez pas compris, vous êtes capable de tout accepter d'eux. Or, il faut savoir une chose, et c'est de notoriété publique maintenant, donc je ne dévoile rien, mais le profil psychologique de l'actuel président de la République est fortement... comment je veux dire ça? Inquiétant, fortement inquiétant, mais à tel point que ce genre de personnage, et ça nous a été déjà décrit par le docteur Segatori, un psychiatre italien, dès 2017, et il a récidivé en 2022, aux réélections, il nous a dit « Faites gaffe, les Français, vous êtes en train d'élire un psychopathe ». Eh bien, je suis désolé, mais les psychopathes, si on ne les arrête pas, eh ben, ils continuent. Et la seule façon d'arrêter cette folie, c'est d'arrêter ces psychopathes. Voilà, et donc... quoi qu'il en soit, et jusqu'au bout, et quelle que soit la décision que prendront les médecins et les jurys du Conseil national de l'ordre des médecins, je continuerai à ouvrir ma gueule, parce que de toute façon, le mal est fait, je vais continuer, et puis parce que ça dépasse de très très loin ma petite personne. Donc je la mets maintenant à contribution pour continuer à gueuler cette vérité, comme nous le disait Charles Péguy. Alors vous me voyez accessoirement dans un décor différent de celui de l'habitude. J'ai la grande chance d'être invité par mon ami le docteur Éric Mena, que bien d'entre vous connaissent du fait du CSI qu'il a animé et qu'il continue de faire depuis des années maintenant. Et j'avais été invité ici par un excellent collectif en santé que je recommande à tous les habitants de la région, le REV, mais également par les Amis du monde diplomatique, leur chapitre local, ainsi que le chapitre local d'Attaque, précisément pour donner une conférence autour du thème « Quelles révélations sur notre système de santé et notre démocratie liée à la crise Covid ?» D'entente avec les organisateurs, nous avions choisi de ne pas sauter aux conclusions qui sont par ailleurs confirmées aujourd'hui pour ne pas choquer un auditoire qui peut-être n'a pas encore beaucoup cheminé par rapport à ça, mais à l'inverse d'en rester à des questions plus générales. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des débats en santé? Est-ce que le droit de la santé des patients a été respecté? Qu'en est-il de la collusion entre le public et le privé? Bref, des vraies questions qui se posent. Mais voilà, patatras, suite à une dénonciation de l'inénarrable Tristan Mendès France, le rentemplant du fact-checking, qui a alerté Attaque France au sujet de cet événement séditieux, complotiste, problématique, auquel le docteur Éric Mena et moi-même devions participer. Eh bien, Attaque France a fait marche arrière. Un communiqué, nous avons pris contact avec le comité local de Toulouse pour lui demander d'annuler cette réunion et de ne pas y associer notre organisation. Nous nous désolidarisons de cet événement qui ne reflète en rien la position d'Attaque à ce sujet. Merci Tristan Mendès France de nous avoir prévenus de ce péril grave que nous avons encouru.
Alors c'est extraordinaire, mais je le dis avec un peu de chagrin, parce qu'Attax, c'est plutôt une organisation dont j'aimais le combat, et je trouve qu'il est important de lutter contre le globalisme débridé, que le fait de restreindre le pouvoir de nuisance des multinationales, l'altermondialisme, le respect des intérêts du Sud face au Nord sont des causes extrêmement nobles, et le fait qu'Attac, comme toute une partie de la gauche, ait pris fait et cause pour la dérive totalitaire et les profits totalement obscènes de Big Pharma dans cette crise est quand même quelque chose qui, effectivement, a de quoi nous attrister. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant dans une prise de position comme celle-là, c'est de lire les commentaires, les réactions. Par exemple, celle de la journaliste Amélie Ismaili, dans le fil de commentaires de ce publié, eh bien, dit-elle, pour une association qui prétend combattre le pouvoir de la finance et des multinationales, vous suivez aveuglément les directives d'une officine macroniste. Un simple tweet pour désigner l'hérétique, votre serviteur, qui ose dénoncer Big Pharma et vous rentrez à la niche. Fascinant. Laurent Mukeli, mon éminent confrère, qui est de gauche, très clairement, lui aussi, ayant eu de la sympathie, et probablement encore pour Attac, les interpelle ainsi. Dommage, chers amis d'Attac, que vous vous laissiez ainsi influencer jusqu'à censurer si autoritairement. Je vous suggère de lire ce livre anglais, beaucoup plus proche des valeurs que vous voudriez défendre. C'est effectivement un livre qui, bien sûr, critique la gestion de la pandémie. Quelques autres réactions pour donner un petit bouquet, mais il y en a plus de 500. Louis Fouché, Attac France est devenue, hélas, ce qu'elle combattait, quelle tristesse. Émilou, vous refusez un débat. Mais la science, la connaissance, c'est le débat. Un effet collatéral du Covid, votre engloutissement dans l'obscurantisme et la censure. Finalement, vous cautionnez le macronisme. C'est minable. Emmanuel Darde, très gentiment, prend ma défense. Vous préférez croire un Tristan Mendès France mouillé dans l'affaire du fonds Marianne, détournement de fonds, plutôt que d'écouter un intervenant de qualité qui propose une autre lecture que la propagande officielle. Visiblement, vous êtes tombé bien bas. Quel gâchis. Et le cercle Aristote, qui évidemment ne manque jamais un bon mot et un rappel, pourriez-vous demander à Tristan et Roudy de rendre l'argent des fonds Marianne? Voilà où nous en sommes aujourd'hui, le combat continue, et à nouveau, nous ne lâcherons rien. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir cette chaîne par un abonnement à partir de 1 € par mois ou une donation du montant de votre choix. C'est vrai que tous les médias indépendants et celui-ci dépendent du soutien, de l'engagement des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ne se satisfont pas de la gestion désastreuse des affaires publiques et de nos sociétés. Donc merci infiniment de votre soutien. N'hésitez pas à continuer si le cœur vous en dit. Et en ce qui nous concerne, nous continuerons bien sûr cette action jusqu'à ce que nous obtenions la victoire. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci.